Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour les matchs que je vous conseille du mois de février, du 15 février au 29 février. On ne perd pas de temps pour cette vidéo parce que c'était tout simplement une fin de mois de février 5 star, clairement. Alors oui, peut-être certains d'entre vous vont trouver que j'ai eu la main un peu trop lourde et puis que j'ai peut-être mis des 5 étoiles à certains matchs qui peut-être le méritent pas selon vous, mais comme je l'ai dit depuis le début de cette série, c'est tout simplement un avis purement personnel et vous le savez, j'ai la main un peu lourde, mais bon voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai mis 3 matchs à 5 étoiles, donc pour vous dire que c'était vraiment une fin de mois du tonnerre. Allez, on commence tout de suite avec la catégorie Classic Match et Storytelling. Et on part tout de suite au Japon avec le match entre Katsuhiko Nakajima et Hideki Suzuki. C'était à Noah Higher Ground 2020 et je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. Alors là, c'est un match qui va clairement pas plaire à tout le monde, hein, voilà. C'est un match qui commence d'entrée de jeu avec du gros shoot style dans l'habitude, on va dire, de Hideki Suzuki. Nakajima qui est un catcheur aussi très technique, qui peut en même temps être un catcheur assez stiff. Donc voilà, donc les deux se complètent vraiment bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Nakajima, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un certain Naito. Voilà, c'est un catcheur qui aime prendre son temps, se la péter, etc. Donc si vous aimez Naito, je pense que Nakajima peut vous plaire. Pour Hideki Suzuki, c'est différent. Lui, c'est clairement un vrai combattant. C'est un peu un espèce de Shibata. Et personnellement, moi j'aime bien. Voilà, c'est ça. Les 15 premières minutes, c'est beaucoup de grappling, beaucoup de headlock, de machin, de prise au sol et tout. C'est très technique, c'est clairement pas pour tout le monde. Ou encore quand le catch fait très réaliste, parce que c'est clairement un style de catch qui est le plus réaliste que tu peux trouver dans le catch. Parce que par exemple dans le deathmatch ou dans tout ce qui est high flying, tout ça, ça fait pas très réaliste. Là clairement, ce match là et le style de shoot style en règle générale, c'est un des styles les plus réalistes qu'on peut trouver dans le catch. Donc si vous aimez tout ça, clairement je vous le conseille. Et je le répète, je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. On enchaîne encore une fois au Japon. J'ai vu beaucoup de matchs au Japon là. Clairement, il n'y en avait pas beaucoup lors du début de mois de février. Et là, clairement, j'en ai vu énormément. Avec la DDT et le match pour le titre DDT Universal Title. C'était le premier match pour ce titre parce que c'est un titre inaugural. C'est un nouveau titre du côté de chez DDT. La DDT veut ramener un autre public vers sa structure. Et donc, à l'aide de ce titre là qui se veut un titre assez international, voilà, donc c'est un titre qui est présenté en anglais avec beaucoup d'anglais, ce qui n'est pas le cas généralement du côté de chez DDT. Donc voilà, pour ce point là c'est super cool. Et en plus dans ce match là, on a Chris Brooks qui est l'une des stars anglaises les plus connues actuellement, hein, clairement, le membre de CCK de Schadenfreude qui est parti vivre au Japon. Donc voilà, ce n'est pas rien, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller vivre pendant quelques années, je crois, ou un an, je ne sais plus exactement, aller vivre au Japon, de quitter ses amis en Angleterre pour aller vivre sa carrière au Japon. Et surtout du côté de chez DDT, bien entendu. Et face à lui, il a tout simplement la pépite de DDT, en tout cas l'une des big stars, le Okada de la DDT, j'ai envie de vous dire ça parce que c'est quelqu'un qui a déjà été sacré champion plusieurs fois. Et donc, vous l'avez compris, c'est clairement, voilà, la big star de la DDT, c'est Konosuke Takeshita. Et franchement, voilà, pour ceux qui connaissent les noms, vous avez aucun doute sur le fait que, bah voilà, c'est un match à voir, clairement. Quand tu vois les deux noms sur la carte, ça donne que envie. Et voilà, c'est un super hip de match, vous vous en doutez. C'est assez stiff, ça bouge super bien, c'est même très stiff, hein. Les deux n'hésitent pas à se mettre dans la gueule. C'est un match qui a déjà eu lieu lors du Daewoo Grand Prix 2019, mais c'est le 2020, mais c'est celui qui a eu lieu en 2019. Et le Daewoo Grand Prix, comme je l'ai dit plus tôt, c'est tout simplement leur G1 Climax. Donc voilà, je vous le conseille clairement, j'ai pas grand chose à dire de plus, juste à vous dire que c'est un super match, qu'il faut le voir si vous aimez tout ce qui est Puroresu, si vous aimez Chris Brooks et que vous n'êtes pas trop catch japonais, allez le voir, ça va peut-être vous donner envie d'aller voir du Puroresu, donc voilà, faites-vous plaisir. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Allez, on enchaîne avec un match que je pense que plusieurs d'entre vous l'ont vu, et c'est tout simplement mon premier 5 star de cette sélection. Je vous parle tout simplement de Kenny Omega, accompagné de Matt Jackson et Nick Jackson, contre Pac en Ironman match de 30 minutes à AEW Dynamite. Et c'était le 26 février, voilà. Mais je vais être honnête avec vous, alors peut-être je suis sûr que ça va pas être le cas de tout le monde, hein, qui va regarder cette vidéo, mais moi je trouve que ce match, il n'y a vraiment aucun défaut. Je l'ai trouvé super bien booké. Voilà un booking dans un Ironman match qui est hyper intelligent. Je vous explique pourquoi, alors je vais pas vous spoil vraiment le match, j'ai pas envie de vous spoil, mais même à la fin de ce combat, aucun des deux, peu importe le gagnant en finale, mais aucun des deux sort diminué par rapport à l'autre. Voilà, c'est un match qui est du 50-50 du début à la fin. C'est super bien construit. J'ai pas grand chose à dire, même si ça dure 30 minutes, parce que voilà, c'est un 30 minutes Iron Man. Donc ça, je vous spoil rien. Mais voilà, ça a beau durer 30 minutes, c'est un match qui se
déroule tout seul, voilà, c'est vraiment sur un très très bon rythme du début à la fin. Et moi j'ai trouvé que on retrouvait enfin le vrai Kenny Omega en solo que j'ai kiffé chez NJPW. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu avec un aussi gros niveau. Je l'ai trouvé voilà formidable, tout comme Pac, qui est un super heel clairement. Le public est à fond dedans du début à la fin. Voilà, un très 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 grand combat, 5 étoiles pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Encore une fois, c'est juste personnel, mais je sais pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi en tout cas. Alors là je vais aller très rapide sur les prochains matchs, tout simplement parce que je vais parler des matchs qu'il y a eu à AEW Revolution. Donc c'était ce week-end, le 29 février. Et comme je vais vous en reparler dès demain dans Ruby Hebdo, donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus histoire de pas faire trop longtemps. On commence avec le match par équipe, match pour les titres par équipe entre Hangman Page et Kenny Omega contre les Young Bucks pour les titres AEW Tag Team. Et je lui ai mis bien sûr, vous vous en doutez, la note de 5 sur 5. Voilà, j'ai trouvé que c'était un grand match, du grand storytelling. J'aurai voilà plus de temps pour en parler dans Ruby Hebdo, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais clairement voilà, c'était un très grand combat, 5 sur 5. On enchaîne avec Cody contre Maxwell Jacob Friedman, MJF. Alors c'était plutôt un très bon combat niveau storytelling, mais c'est clairement un match qui, après réflexion et après voilà réfléchi dans ma tête, parce que sur le moment, pour être honnête avec vous, je lui ai mis la note de 4 sur 5, mais je vais descendre ma note à 3,75 sur 5, tout simplement parce que je trouve la fin très moyenne. Mais voilà, encore une fois, je vais en parler dans Ruby Hebdo. Et pour finir rapidement, le main event, Jon Moxley contre Chris Jericho, je lui ai mis la note de 4 sur 5, et donc c'était Chris Jericho qui était champion, c'était bien entendu pour le titre All Elite Wrestling. Alors pour le coup, c'est un match que là, j'avais pareil, j'ai mis 4 juste après l'avoir vu, mais je vais pas changer ma note, c'est vraiment un match que j'ai apprécié. Alors oui, c'est un rythme assez lent, mais c'était clairement bien mieux que ce qu'ils ont fait par exemple chez WWE, et je suis très content que la All Elite ait fait ce match, parce que pour la simple et bonne raison aussi, c'est que si vous vous en souvenez, avant que les weekly de All Elite commencent, j'avais fait une vidéo, les 10 matchs que je voulais voir chez All Elite Wrestling, et ce match-là faisait partie, et je suis clairement pas déçu de cette rivalité. De ce match-là, la rivalité a été super bien montée sur 3 mois, c'était vraiment très bien, c'est ce qu'on demande d'un main event. C'est un match qui était vraiment un vrai main event d'un show, voilà, c'était pas le plus parfait dans le in-ring, mais c'était peut-être celui qui nous a raconté la meilleure histoire, donc voilà, donc c'était vraiment très bien, 4 sur 5. Alors je me suis rendu compte en montant tout simplement la vidéo que j'ai totalement oublié de vous parler du match entre Zack Sabre Jr. et Will Ospreay du côté de chez Rev Pro pour le titre British Heavyweight. Alors c'était clairement un match que j'ai adoré, mais j'ai totalement zappé au point même que je lui ai mis la note de 5 étoiles. Donc voilà, donc c'est clairement un match que je vous conseille si vous aimez tous les grands combats entre Zack Sabre Jr. et Will Ospreay, si vous avez déjà aimé les combats qu'ils ont eu avant il y a quelques temps, et même chez NJPW il y a pas si longtemps que ça. Si vous aimez les grands combats techniques avec plein de soumissions, plein de comptes dans tous les sens, c'est clairement fait pour vous. C'est un match qui est clairement une clinique du catch technique qu'on peut voir dans le catch actuel. Voilà, un grand combat. C'est clairement un match que je vous conseille très fortement. Je m'attarde pas dessus parce que bah voilà, j'enregistre comme ça sur le temps entre guillemets. Je m'en excuse, mais voilà, j'avais un peu la tête ailleurs, très fatigué. Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes au courant. Mais voilà, un match à voir 5 étoiles. Et c'est mon 3e match 5 étoiles de cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la catégorie des casseurs de briques. On part tout de suite au Japon avec la Zero One, un show qui a eu lieu le 9 février mais qui a été diffusé le 18 février, donc ça rentre directement dans nos cordes bien entendu. Koei Sato et Shinjiro Otani faisaient face à Masato Tanaka et Yuji Ino. Quelle affiche! Alors là, clairement pour ceux qui connaissent les noms que je viens de citer, ça donne clairement envie. C'est un gros match de casseurs de briques, ça se met dans la gueule du début à la fin. J'ai pas grand chose à dire, c'est un match qui est assez lent quand même, mine de rien. Voilà, c'est un rythme où les mecs se mettent des grosses mandales, ça prend son temps, se mettre des grosses mandales, ça se regarde. Des fois ça s'enchaîne un peu, ça se recalme un peu, etc. Mais c'est un rythme très habituel, on va dire, dans le Puru et surtout dans ce style de combat. Mais voilà, moi personnellement j'aime beaucoup la Zero One, il me procure souvent des gros matchs comme ça, de gros casseurs de tronche. C'est vraiment très bien, je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Je sais très bien que c'est pas un match qui va plaire à tout le monde parce qu'il a un rythme assez lent, parce qu'au final, à part se mettre des grosses briques dans la gueule, ils font pas tant que ça de prise de catch. Donc voilà, donc je me suis dit, ça mérite peut-être pas 4, peut-être que pour certains ça mérite 4, ça dépend après où on se place, mais voilà, je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. C'est un match que je conseille si vous aimez les matchs où des mecs se mettent des gros coups de coude dans la gueule, des gros atémis, voilà, vous allez surkiffer. On enchaîne avec la BJW, Yuya Aoki contre Fuminori Abe pour le titre BJW Junior Heavyweight. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5, un peu comme dans
dans le match juste avant, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est des mecs qui se mettent vraiment dans la gueule du début à la fin. Il y a un peu de hard flying parce que ça reste la division junior, donc on va dire que c'est des combattants un peu plus aériens que les heavyweights, en tout cas par rapport aux heavyweights de BJW. Mais ça reste quand même des mecs qui se mettent énormément dans la gueule. J'aime beaucoup Fuminori Abe et Aoki, c'est vraiment deux catcheurs chez BJW dans la division J que j'aime beaucoup. Et voilà, si vous aimez voir des high flyers qui se mettent dans la gueule, et encore c'est pas vraiment des high flyers parce que Fuminori Abe c'est quelqu'un qui est très technique, qui est assez petit tout ça, mais il est très technique, il fait pas tant que ça de move de high fly, c'est plutôt un catcheur technique et strong. Aoki lui on peut le considérer un peu comme un high flyer peut-être, mais bon c'est surtout quelqu'un qui met beaucoup dans la gueule également. Donc si vous aimez tout ça, faites-vous plaisir, vous allez kiffer. On enchaîne avec la NJPW avec Shingo Takagi contre Tomohiro Ishii pour le titre Never Open Weight, et c'était à la New Japan Road le 20 février. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais le show BJW où j'ai parlé juste avant, c'était également le 20 février, donc voilà, excusez-moi. Alors je l'ai déjà dit sur la chaîne des rebuts du catch, il y a même pas un mois de ça, que je trouvais personnellement que Tomohiro Ishii, je le trouvais un poil cramé ces derniers temps. Je le trouvais pas dans ses matchs. Je trouvais qu'il manquait beaucoup d'impact dans ses coups, etc. Bah pour le coup, dans ce match-là, j'ai rien à dire. Clairement, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il a été vraiment parfait dans ce combat. Ça se met très bien dans la gueule. Ça bouge très bien du début à la fin. Takagi, Ishii, ça marche très bien dès qu'ils se sont rencontrés. Voilà, ça se met des grosses branlées. Et puis bah voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir plus. Il n'y a pas trop de storytelling. Hein, on s'en branle un peu. Ça se met dans la gueule. Ça near fall quand tu t'y attends pas, etc., etc. Voilà, c'est un grand bonheur pendant 25 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas voilà, moi j'ai surkiffé ce match. Si vous aimez tout ce qui est cassage de gueule, vous allez kiffer encore une fois. Vraiment ce mois-ci là, enfin cette fin de mois, c'est vraiment un petit bijou pour les matchs de cassage de tronche. C'est pas des matchs incroyables, mais ça reste quand même des matchs super cool. Allez, on enchaîne avec la DDT, et cette fois-ci c'est le match pour le titre KOD Open Weight. Et donc c'était à DDT Into the Fight, au même show que le match entre Chris Brooks et Takeshita. 23 février. Et donc c'était Masato Tanaka contre Mao. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mao, c'est tout simplement quelqu'un qui a été en équipe avec Mike Bailey. Et c'était un champion de la division junior entre guillemets de DDT. Donc enfin c'est pas vraiment une division junior, mais c'est une division où également il y a des juniors. Voilà. Cette fois-ci il avait droit à un match de championnat contre Masato Tanaka, qui est clairement pas le même style de catcher que lui. Voilà. Mao c'est quelqu'un d'assez hard flyer, d'assez fluide, rapide, etc. Masato Tanaka, si vous connaissez, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, vous le savez, c'est un gros casseur de briques. Et j'aurais pu le mettre dans les matchs storytelling classique match parce que, alors oui, c'est du gros cassage de gueule quand même, mais il y a quand même un peu de storytelling, tout ça. Donc bon, j'hésitais à le mettre dans cette catégorie. Bon, au final, comme il y a Masato Tanaka, je le mets là. Mais c'est un match qui est vraiment très très cool. Voilà, c'est la puissance de Tanaka, qu'on la fluidité et la rapidité de Mao. Et il y a des spots assez fun. Il y a des tables, il y a des chaises comme dans les 3/4 des matchs de Masato Tanaka. Il y a même un petit truc en plus que je vous dis pas qui est vraiment assez cool et assez drôle. Ça se met bien dans la gueule. Il y a des gros near fall quand on s'y attend pas et quand on s'y attend aussi hein, également. Certains d'entre vous vont peut-être trouver qu'il y a trop de near fall. C'est vrai, ça peut se comprendre, mais moi personnellement, ce genre de match, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec ça, vous allez sûrement kiffer ce match. C'est un match que je vous conseille clairement. Donc c'était Masato Tanaka contre Mao et je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. Allez, on enchaîne dans cette vidéo avec la catégorie Deathmatch. Et cette fois-ci, il y en a beaucoup plus. Et ben, comme il y avait du Japon et comme il y avait la fin du show GCW Run Ricky Run, hein, je vous en avais parlé. C'était le 14 février que le show avait eu lieu, ou le 15. Et comme j'avais pas eu le temps de tout voir, bah tout simplement, voilà, je vous fais la suite de la review entre guillemets de JCW dans cette vidéo. Et donc on commence tout de suite avec un match que j'ai adoré entre Matthew Justice et Matt Tremont. Et donc c'était à JCW Run Ricky Run. Et je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. J'ai hésité à mettre 4. Mais parce que je trouve que ce match là c'est un peu de la violence gratuite. Clairement, je vous explique. Ce match de base c'est pas du tout un match qui est considéré comme un deathmatch. Je veux dire, de base sur le ring t'as pas d'armes, t'as rien qui te fait penser que ça va être un deathmatch ou un match extrêmement violent. Après quand tu réfléchis, que tu connais Matt Tremont, tu sais que quoi qu'il arrive, on fait ça à son crâne, ça saigne tout seul. Donc voilà, donc tu t'en doutes que quoi qu'il arrive, ça va saigner. Mais pour le coup, quand tu vois le début du match, tu te doutes pas que ça va être aussi violent. C'est peut-être le match le plus violent de la soirée au final. Pourquoi je trouve que c'est un peu de la violence gratuite, et c'est une des raisons qui m'a fait un peu baisser cette note, c'est que tout le storytelling de ce match, c'est en fait que
Matt Tremont est blessé suite à la tournée JCW au Japon. Il a soit le crâne en feu complètement dématé, bon ça c'est habituel, mais il a également une grosse blessure qui s'est fait chez BJW un peu plus tard, mais ça j'y reviendrai. Et donc c'est une espèce de grosse cicatrice au niveau du bras. Et donc pendant tout le combat, tout simplement Matthew Justice s'amuse soit à le défigurer au niveau du crâne avec une fourchette en le plantant dans le crâne, ou soit en plantant la fourchette dans sa blessure toute fraîche, et ça pisse dans tous les sens, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est un match que j'aime beaucoup, mais qui est assez difficile à voir, mine de rien. Donc si vous aimez tout ce qui est violence, tout ce qui est clairement violence brute, et où un mec s'acharne sur une blessure déjà faite, bah voilà, vous allez aimer. Mais c'est clairement pas un match qui va plaire à tout le monde. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Mais bon, voilà, ça reste quand même un super match. Et Matthew Justice et Matt Tremont font une super performance. Et Matt Tremont est complètement enterré, clairement. Allez, j'enchaîne dans cette vidéo et dans cette division Deathmatch avec le match pour le titre JCW World Title. C'est bien entendu, c'est Ricky Shane Page. Il était accompagné de Atticus Cogar, Eddie Only et Gregory Iron. C'est son équipe face à Nick Gage qui était accompagné bien entendu de Dewey Donovan. Et c'est un match que j'ai mis la note de 5 sur 5. Pourquoi je lui ai mis cette note là, cette note de 5 sur 5? C'est tout simplement parce que moi c'est un match que j'attendais énormément. Voilà, c'est un match que de base, même sans l'avoir vu, il était déjà à 3,5, tellement que j'avais de la hype pour ce match. Donc au final il suffisait pas de faire grand chose, on va dire. Si tu faisais un match correctement pour mon crâne, on va dire pour mon cerveau, voilà, clairement ça allait vite monter et vite arriver à peu près à 5 sur 5, clairement, voilà. Donc c'est pour ça, comme j'étais déjà hyper hypé par ce match là, quand j'ai vu ce combat, alors que j'étais déjà spoil, mais bon voilà, j'avais quand même envie de le voir, et puis bon, j'étais fatigué, j'ai eu du mal à me remettre après la Rix, à me remettre à regarder du catch. J'étais quand même en sachant le résultat, je me disais qu'au final ça pouvait quand même changer, tellement que j'étais impatient et vraiment à fond dans le match. Donc vous l'avez compris, j'étais vraiment à fond dans le combat avant de l'avoir regardé, et une fois que j'ai allumé le match, clairement voilà, un public complètement à 100% derrière Nick Gage. C'était la folie, l'une des plus belles foules que j'ai vues depuis les foules ECW, CZW, enfin voilà, une grande foule smart, fans de deathmatch qui étaient tous derrière. Comme je vous l'ai dit, la storyline était super bien bookée, je trouvais, même si bon, j'avais trouvé que Nick Gage avait perdu son titre un peu bizarrement, mais bon voilà, au final, bon, ça passe. Et dans ce match-là, je peux comprendre qu'il y a certains trucs qui choquent ou qui te bloquent le fait que tu peux apprécier ce match. Les amis de RSP se font un moment virer dans le combat par les babyface de la Game Changer, et derrière ils reviennent sans que les babyface soient là, donc c'est un peu particulier. Ça reste pas du tout logique, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais clairement j'étais tellement conquis, tellement à fond et à 100% derrière Nick Gage que j'ai oublié ce moment. Enfin je veux dire, au final je m'en fous, parce que moi ce que je veux vivre avec le catch, c'est vraiment être à fond dans un truc, et vous le savez clairement, et ça se voit même dans ma façon de parler du catch en général, je suis pas là à tout détailler, les petits détails, les near fall en troll, etc, l'overbooking as fuck et tout. Moi ça me dérange pas l'overbooking, j'ai grandi dedans, j'ai regardé la WCW où il y avait de l'overbooking tout le temps. C'est pas un truc qui moi personnellement me dérange, mais encore une fois c'est une question de goût, et comme je le dis tout le temps, ce qui te dérange toi peut-être dérange pas ton voisin. Donc voilà, donc moi personnellement j'ai adoré ce combat, je lui ai mis la note de 5 sur 5 parce que en plus d'avoir vraiment le gros momentum, le gros match, le gros face à face enfin entre Ricky Shane Page et Nick Gage, malgré un rythme assez lent au début de combat, je trouve qu'il s'enflamme au fur et à mesure. Il a vraiment une construction un peu à la Puroresu, voilà, à la gros match japonais où ça monte en intensité au fur et à mesure qu'on arrive vers la fin du match. Et voilà, l'overbooking donne encore plus de côté drama, de côté épique que moi personnellement j'aime beaucoup. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, je pense à ça, je te fais des bisous, mais moi personnellement ça m'a carrément plu. Et puis ce que je retiens, c'est surtout que RSP est l'un des plus grands heels actuellement dans l'indie tout court, j'allais dire dans l'indie américain, mais même dans l'indie tout court. C'est quelqu'un qui est détesté par le public de Game Changer Wrestling, et ça pour le coup on peut pas dire le contraire, c'est clairement réussi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un super deathmatch, 5 sur 5, c'est un match que je recommande. Même si vous n'êtes pas spécialement fan de deathmatch, allez regarder, parce que c'est pas un match qui est... C'est un match qui reste violent, ça reste du deathmatch, vous vous en doutez, et ça reste Nick Gage et RSP. Hein. Mais c'est pas le match le plus violent, voilà, que j'ai vu. Quand on voit par rapport à Matthew Justice et Matt Tremont juste avant, là c'était bien plus violent. Pour le coup là non, c'est vraiment un match où les spots sont vraiment bien placés quand il faut. Le storytelling était cool, l'overbooking personnellement j'ai adoré ça. Et puis bah les spots, voilà, il n'y en a pas tant que ça, mais dès qu'ils sont là, ils sont super bien au
moment où il doit être là, hein, tout simplement. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai surkiffé son match et donc c'est mon troisième 5-5 de cette vidéo. Et le dernier match que je vous conseille, c'est tout simplement chez BJW, c'était le 20 février. Et donc c'était un Fluorescent Light Tubes and Double Board Deathmatch entre Ryushi Sekine, Takumi Tsukamoto et Toshioki Sakoda, on va dire la team BJW. Et face à eux, ils avaient les Américains de JCW entre Jimmy Lloyd, Matt Tremont et Schlack. Comme il dirait au Japon, Jimmy Lloyd, Matt Tremont, Schlack. Et je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Alors là, c'est un match qui est totalement différent de celui d'avant. C'est que celui-là, il n'y a aucune storytelling. Voilà, il n'y a pas de storytelling du tout. C'est juste des gros spots d'affilée, ça se met énormément dans la gueule. C'est un match ultra bourrin, mais vraiment hyper jouissif. Je vous le conseille si vous avez envie juste de passer du bon temps devant un gros deathmatch avec des mecs qui prennent des gros spots. Et voilà, c'est clairement un match que je vous conseille. Et dernière info sur ce match, c'est là où se blesse Matt Tremont sur le bras. Donc si vous regardez ce combat, regardez bien le moment où il se blesse. C'est assez sick et très violent. C'est pas fait pour tout le monde, clairement, encore une fois. Mais si vous voulez vous divertir avec un match où il n'y a aucun storytelling, où c'est que des spots pour spots, faites-vous plaisir, c'est très cool. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Et voilà, c'est fini avec cette vidéo pour ces matchs à voir entre le 15 février et le 29 février. Je tiens à m'excuser, je suis extrêmement fatigué. J'ai eu une journée un peu fatigante, voilà. Mais bon, bref, je suis pas là pour raconter ma vie. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne des rebuts du catch. C'était Cody McRide pour les rebuts du catch. Comme on dit chez nous, Banzai. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit like, voilà, beaucoup de likes. Laissez des likes. Si vous aimez la vidéo, laissez un petit like. Je vois souvent 100, 120 vues, 130 vues et 10 likes. Laissez des likes les amis, ça vous coûte rien, voilà. Et ça nous fait plaisir, donc n'hésitez pas en tout cas. C'était Cody McRide pour la chaîne des rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux, ciao.